Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue au podcast Awraq. Le but est de partager avec vous les pensées sur une vie de diaspora pakistanaise en France. On parlera de religion, d'études, de travail, d'identité, d'histoire avec un grand H et bien d'autres choses. Je m'appelle Warq et je suis votre hôte pour ce podcast. J'ai 28 ans et je suis issue d'une immigration arrivée en France à l'adolescence. J'habite dans la région parisienne. Le site Internet définit identité comme les données qui déterminent chaque personne et qui permettent de la différencier des autres. Aussi simple que cela paraisse à premier abord, cette notion n'en est pas moins complexe. Quelles sont les données qui nous définissent et quelles sont les données qui nous différencient des autres? Le nom, le prénom et l'âge sont le premier set d'informations qu'on décline pour s'identifier. Mais au-delà de ces étiquettes, au-delà de ces repères temporels, qui sommes-nous? Chacun d'entre nous essaye d'arriver à sa vraie identité, un peu comme dans Eragon, nous cherchons tous notre vrai prénom. Euh, nous voulons trouver nos points communs avec les autres, mais aussi nos particularités. Et dans ce podcast, je vous propose d'explorer l'identité des immigrants pakistanais en France. Pour savoir qui sommes-nous, on doit savoir d'où on vient et pourquoi. Concernant les causes, d'après ce que j'ai compris, étant donné que le fondateur du Pakistan, Quaïd-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, décède à peine un an après l'indépendance, le pays a toujours fait l'objet d'instabilité politique. Je croyais que la corruption, c'était quelque chose de nouveau, une dégradation des mœurs survenue 57 ans après l'indépendance, mais la lecture d'introduction d'un des livres de Saadat Ali Manto, intitulé Thanda Gosht, indique que à penser le contraire, dans lequel il relate son procès contre la censure, apparemment pour faire avancer son dossier dans la cour de justice départementale. Il fallait qu'il dote son dossier de roues. Donc, les roues, c'est des pneus, quoi. Et, euh, et autant de roues possible que la nature d'urgence de son dossier. Je vais vous lire l'extrait en ourdou de son introduction et je ferai la traduction après. आपको नकल लेनी हो तो दरख्वास्त के साथ पहिए लगाने पड़ेंगे। कोई मसल मुआयने के लिए निकलवानी हो तो भी पहिए लगाने पड़ेंगे। अगर अफसर से मिलना हो तो भी पहिए लगाने पड़ेंगे। अगर काम फौरी करवाना हो तो पहियों की तादाद बढ़ जाएगी। और से देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी आंखें देख सकती हैं तो आपको जिला कचहरी में हर अर्जी पहियों पर चलती नजर आएगी। Ce qui donne en français. Si vous voulez une copie, alors il faudra doter votre demande de roues. Si vous voulez faire sortir un document pour l'analyser, là aussi, il faudra mettre des roues. Si vous voulez rencontrer un fonctionnaire, les roues seront utiles. Si vous êtes pressé, alors la quantité de roues va augmenter. Et une attention accrue n'est pas nécessaire. Si vos yeux peuvent voir, alors tous les demandes dans la cour de justice départementale vont vous apparaître rouler sur des roues. Je conclus donc que cette pratique qui prend racine dans l'Inde ancienne et que l'érection d'une nouvelle frontière au sein de ce territoire n'a pas aboli les mauvaises habitudes. Si on lit également Shikwa et Jawab Shikwa, des célèbres poèmes d'Allama Iqbal, Shairi Mashriq, le plus grand poète de l'Est pour le peuple sud-asiatique en tout cas, le déclin des musulmans, des mœurs, je veux dire, est déjà notable. Lui, il reproche les musulmans parce qu'ils sont tenus par l'islam d'avoir un bon comportement. Donc il les raisonne de cette façon. Je vais lire un strophe qui est particulièrement révélateur en ourdou et ensuite je le décrirai en français. जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो
नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खुरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो इस्लाफ के मदफन तुम हो, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के. Dans ce strophe, il dit notamment que les musulmans ne maîtrisent n'ont aucun savoir, qui ne protègent pas leur territoire, qui prennent des coups et vendent alors les coffins, je dirais en anglais, les cercueils de leurs ancêtres et que cela a entaché la réputation euh, ça a entaché leur réputation et que si jamais ils avaient la possibilité de vendre des idoles, ils le feront certainement. Euh, Sachant que dans l'islam, on n'a pas d'idole, on n'a pas, et c'est vraiment une insulte de dire aux Pakistanais, de dire aux musulmans en tout cas, de dire ils seront prêts à en faire un métier, un truc qui est complètement contradictoire, qui n'est pas du tout compatible avec leur religion. Euh, ce qui est vraiment dommage, c'est que du portier public jusqu'au président, c'est difficile de trouver des gens non corrompus. Le faible sera toujours abusé, les cercles fermés de pouvoir de personnes avec le pouvoir se mettre en place, avec des familles qui ont des liens avec la mafia ou avec l'armée. Et eux, par contre, ils n'auront pas besoin de roues hein, pour faire avancer leur dossier. Leurs dossiers auront même des ailes naturellement. Euh, et c'est sans doute pour échapper à cette corruption et la manque d'opportunités que les jeunes ont choisi l'immigration pour avoir un autre futur, pour écrire une autre histoire. Euh, Maintenant, pourquoi ils ont choisi la France? J'ai trouvé une explication dans l'article de Mariam Abou Zahab, chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris. Dans un article apparu dans Homme et Migration, elle dit que les Pakistanais s'installent en France après les restrictions de 1962 sera l'entrée libre en Angleterre en tant que citoyen de pays de Commonwealth. Le choc pétrolier de 1973 a accéléré l'immigration vers les pays de Golfe et le gouvernement correspondant Zulfikar Ali Bhutto avait simplifié la délivrance des passeports. Donc, dans cette ferveur, enfin, cette, ce mouvement, ceux qui ne sont pas partis dans les pays de Golfe ou en Amérique du Nord, euh, les esprits aventureux ont atterri en Europe. Et les Pakistanais, généralement les hommes seuls, trouvent du travail en France mais sans papier. Alors ils se sont ralliés à des Mauriciens et des Tunisiens pour faire une grève de faim en 1974 pour la régularisation de leur situation. Et certains ont obtenu gain de cause en obtenant un asile politique à ce moment-là, et d'autres ont attendu une régularisation de 1981. Les femmes et les enfants ont rejoint ces hommes dans le processus de regroupement familial. Et l'immigration vers la France continuera par la suite à cause de la situation économique qui reste toujours instable et l'arabisation des emplois dans les pays de Golfe. Du coup, les gens qui pouvaient partir là-bas se tourneront vers d'autres alternatives. Il faut savoir que l'immigration, aussi un mode de vie au Pakistan. Selon le ministère des Pakistanais d'Outre-mer et Développement des Ressources Humaines, Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development, environ 8,8 millions
de Pakistanais vivent à l'étranger, dont 120 000 en France d'après une estimation de décembre 2017. Il s'agit de l'une des plus importantes communautés expatriées au monde, soit la sixième selon les départements des affaires économiques et sociales de l'ONU. Ils sont une source importante de revenus au Pakistan. En 2017, par exemple, ils auraient envoyé à leur famille un montant de 19 milliards de dollars américains, selon les données de la Banque d'État du Pakistan. Indirectement ou directement, chaque garçon rêve de sortir de pays pour subvenir aux besoins de sa famille. Je dis chaque garçon parce que les femmes ont- sont moins poussées à aller gagner de l'argent euh, ou subvenir aux besoins de toute la famille, par exemple. Euh, Attirés par les images d'Hollywood, cette jeunesse se sacrifie sans savoir ce qui les attend. Certains avec des passeports, d'autres en clandestinité par bateau qui dérivent dans la mer pendant des jours, voire des semaines. Euh, Tandis que ces expatriés vont trimer des jours, des heures incalculables. Les familles au pays vont changer complètement leur mode de vie, qui va aller de zéro à une vie de luxe parfois. Ces individus sont dotés, je pense, de bonnes intentions et se sacrifient volontairement en négligeant leur santé, leur envie, leurs désirs. Les familles vont retarder leur mariage et j'ai lu quelque part que pour pouvoir partir, les billets d'avion sont tellement chers ou payer un agent pour les faire passer, ils, ils encourent, ils empruntent, ils ont des dettes et du coup, pour pouvoir payer ces dettes, s'acquitter de ces dettes et donner un statut confortable à leur famille, ça prendra beaucoup de temps et du coup, ça retardera leur mariage et, euh, et, euh, et, et ils choisiront souvent, vu qu'ils sont seuls dans leur pays d'accueil, ils choisiront souvent de se marier dans leur pays d'origine et le processus de choisir une épouse sera fait par une méthode qui s'appelle le mariage arrangé. Je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler de ça et ce sera fait par leur famille et ils pourront choisir une épouse mais et souvent, je pense que ça aboutit à un choix d'épouse qui ne leur correspond pas parce qu'ils ne sont pas impliqués ou pas autant impliqués. Et ces individus auront une vie de couple quasi non existante, de fait qu'ils passeront beaucoup, beaucoup de temps hors du pays. Et le processus de regroupement familial prendra beaucoup de temps aussi. Et ça générera la frustration et le malheur des deux côtés. Euh, le roman Manon Salva de Omer Ahmed le décrit assez bien. J'ai choisi un extrait et je vais le lire en ourdou et ensuite je ferai la traduction. 4 सालों में करम अली के घर वालों की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई थीं। जहांदाद के खानदान पर अब किसी का कब्जा नहीं था। जीनत लोगों के घर सफाई का काम छोड़ चुकी थी और आसिफ दोबारा स्कूल जाने लगा था। जहांदाद के घर में अब मोहल्ले की दुकान से नकद राशन आता था और बिला ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा। जहांदाद का खस्ता हाल घर अब 4 कमरे के 2 मंजिला पक्के मकान की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसके माथे पर माशाल्लाह जगमगा रहा था। जहांदाद अब घर में बैठकर अपने सारे घर वालों के साथ वीसीआर फिल्में देखता था। जीनत की बड़ी बेटी अमीना की मंगनी भी हो गई थी और इन तमाम आसाइशों और सहूलियात के लिए करम अली को हफ्ते में 7 दिन 18 घंटे रोजाना काम करना पड़ता था। इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छोटे मोटे हादसात के नतीजे में 55 जख्म के निशानात का इजाफा हुआ था। 4 ans plus tard, la vie avait changé pour la famille de Karam Ali.
Personne ne mettait la pression sur la famille de Jahandad, son père. Zinat, sa mère, avait arrêté de faire le ménage chez les gens et Asif, son frère, avait recommencé à aller à l'école. Chez lui, on faisait maintenant les courses en espèces sans en avoir besoin et beaucoup plus qu'il en fallait. Leur maison en piteux état s'était transformée dans une maison en béton de 4 chambres sur deux étages. Sur le fronton, on avait mis une plaque indiquant Mashallah. Jahandat regardait des films sur des cassettes VHS avec toute sa famille à la maison. L'aînée de Zinat, Amina, avait aussi été fiancée. Et pour tous ses conforts et luxes, Karam Ali avait travaillé 18 heures par jour, et ce, 7 jours sur 7. Sur son corps, des accidents mineurs avaient donné naissance à 55 nouvelles cicatrices. Je pense que ce passage est assez révélateur de- des conditions de vie de l'immigré et les conditions de vie de sa famille au pays. Et je pense que pour lui, le prix à payer est vraiment fort. Quand on pense à l'amélioration de standards de vie suite à l'immigration, on oublie de préciser le prix, justement. D'un côté, on se débarrasse de roues indispensables de corruption. De l'autre côté, on gagne le contrôle de faciès. Par exemple, dans les pays de Golfe, l'immigration, c'est vraiment... les Pakistanais, en tout cas, sont vraiment considérés comme des commis et ne sont pas considérés comme égal des Arabes. On a de l'eau chaude à la maison, par exemple en France, mais on doit faire face à un déclassement social de soi versus l'évolution sociale dans le pays d'origine qui est vécu non pas par la personne, mais par sa famille. Les classes moyennes acceptent des métiers manuels, donc ils peuvent avoir des diplômes, mais ils trouveront pas d'équivalence, voire pas ou peu d'équivalence pour faire le métier qui correspond à leurs études. Certes, leurs enfants vont pouvoir accéder à une éducation gratuite, mais eux ne seront que des immigrés avec le français imparfait et ils seront aussi imparfaits devant leurs parents. Devant leurs enfants, pardon, conscients de leurs difficultés et ils seront considérés comme des opportunistes pour la société. Certes, les personnes ne les a forcés à quitter leur pays, quoique certains s'échappent des conditions de vie atroces. Donc, s'il y a des gains matériels, le tribut et le stress psychologique à payer est énorme. Selon l'article de François Duparc dans Dialogue en 2009 sur traumatisme et migration, il dit qu'il y a trois types de migration et le traumatisme généré par ceci va en décroissant. Donc le premier type le traumatisme le plus important sera pour une migration qui est faite pour fuir une menace mortelle, donc une zone de guerre, une zone de génocide ou un emprisonnement ciblé, par exemple un emprisonnement politique. Le deuxième, ça sera par une séduction, par une publicité mensongère d'une vie meilleure, c'est-à-dire quelqu'un qui sera leurré, qui ne saura pas, qui n'aura pas anticipé du tout les problèmes auxquels il sera confronté, mais qui est complètement obnubilé, séduit par une image euh, de vie. Euh, Lui, quand il arrivera également dans le pays d'accueil, il va recevoir un choc. Et le troisième type de migration, c'est une migration réfléchie et préparée, anticipant les difficultés de langue et d'intégration. Selon les stats sur les motifs de migration en France, on trouve que les premiers motifs d'immigration en France restent les raisons familiales, donc les regroupements familiales ou les études. Euh, Ces motifs tombent sous le couvert d'une troisième type de migration, donc causant le moindre type de trauma, mais ce n'est pas sans conséquence. Euh, dans un premier temps, le migrant manifeste une sorte de déni
légèrement maniaque ou hyperactif accompagné d'une hyperadaptation à la culture du pays. Mais cette adaptation se fait sur un mode quasi opératoire et en faux self. Pour éviter le rejet, les émigrés ont même tendance à renier des parties de soi. Donc ça fait partie de l'étude de François Duparc. Et, euh, et je pense que de, c'est super important de constater ce, ce traumatisme qui résulte quand même de ces immigrations. L'intégration française qui, au fil des années, est devenue l'assimilation est beaucoup plus poussif qu'aux qu'aux États-Unis et en Angleterre. Christophe Bertossi, dans une étude Les modèles d'intégration en France et en Grande-Bretagne, pense que les politiques britanniques ont dégagé une approche fondée sur l'importance des groupes minoritaires et mis l'accent sur l'intégration non pas comme un processus d'acculturation nationale et civique, mais comme un projet d'égal accès aux droits dans une société britannique reconnaissant le multiculturalisme comme une réalité sociologique et politique. Dans une revue européenne, la migration européenne des migrations internationales, Castoriano Riva écrit que, contrairement aux pays européens, les États-Unis, pays d'immigration constitué depuis deux siècles par des flux migratoires divers, entretiennent une relation différente avec les populations immigrées. Un pays constitué par l'immigration donne par définition à tout individu, même aux nouveaux venus, une légitimité du droit et de fait. Tandis que le modèle français, Christophe Bertossi continue, refuse toute forme de différenciation ethno-raciale dans l'espace public. D'après un dossier apparu dans Hommes et Migration pour un nombre considérable de Pakistanais, selon une vision idéale de l'intégration, la France devrait être plus tolérante et accepter les différences et s'acculturer ne devrait pas être le prix à payer pour vivre normalement. Une image de bédouin me vient en tête où on demande à l'immigré d'abord de s'adapter en habit, ensuite de renoncer à sa religion et en fin de compte d'être invisible dans la société. Je mettrai l'image en note pour que vous puissiez le consulter. Et bien sûr, c'est disponible sur le site et les comptes de Muslim Show. Toujours selon l'étude de François Duparc citée plus haut, certains jugent que la synthèse complète des deux cultures dans la personnalité de migrant, même si elle peut se faire après une période de deuil, reste largement une utopie. Dans la plupart des cas, selon les psychologues Eiger et Vega. Même si on pourrait penser que les conséquences ne sont vécues que par la personne qui fait le déplacement lors de l'immigration, c'est en tout cas la logique de nos parents. Mais en fait, la seconde, la troisième et même les générations d'après héritent de ces traumatismes parce que, d'après ce que j'ai compris, on réécrit l'histoire sur ce qui aurait pu être la migration, sur ce qui aurait pu être, donc sur une version de ce qui aurait pu être si jamais la migration n'avait pas eu lieu. Cette étude mentionne également un courant contraire où le psychiatre Vega euh, suggère que la santé psychologique des immigrés est meilleure que celle des Américains. C'est une étude menée sur sur les immigrés mexicains arrivés aux États-Unis, mais que l'effet ressenti par la deuxième génération au niveau des troubles psychologiques est bien supérieur aux, aux Américains, donc les personnes d'origine natifs de ce pays, je veux dire. Si on réfléchit maintenant par rapport à la diaspora pakistanaise,
en fait, pas trop loin dans notre généalogie, nos grands-parents ont déjà vécu le traumatisme de l'immigration, cette fois-ci du premier type, où on craignait pour sa vie et que tout le passé a disparu sans aucune possibilité de retour. Cette immigration a lieu, cette migration a lieu lorsque la- à l'indépendance du Pakistan de l'Inde. Et on peut trouver ce narratif dans le célèbre nouvel de Manto intitulé Toba Tek Singh. Le sujet de l'histoire est l'échange de malades mentaux entre l'Inde et le Pakistan après l'indépendance. Les malades ont du mal à savoir où ils sont et comment une terre sans avoir bougé peut changer de nom et quel bout de terre appartient maintenant à qui, car les politiques qui prennent les décisions sont tout aussi perdus que les autres, que ces malades mentaux, je veux dire. Manto, Sadat Ali Manto, dans l'introduction de son recueil de nouvelles Thanda Gauche, se trouve aussi perdu et décrit son état. J'ai choisi un extrait et je vais le lire en ourdou et ensuite je vous ferai la traduction en français. बम्बई छोड़कर कराची से होता हुआ गालिबन 7 या 8 जनवरी 1948 को यहाँ लाहौर पहुंचा। 3 महीने मेरे दिमाग की अजीब व गरीब हालत रही। समझ में नहीं आता था मैं कहाँ हूँ, बम्बई में हूँ, कराची में अपने दोस्त हसन अब्बास के घर बैठा हूँ या लाहौर में हूँ, जहाँ कई रेस्तोरानों में कायदे आजम फंड जमा करने के सिलसिले में रक्स व सुरूर की महफिलें अक्सर जमती थीं। 3 महीने तक मेरा दिमाग कोई फैसला न कर सका। ऐसा मालूम होता था कि पर्दे पर एक साथ कई फिल्म चल रही हैं, आपस में गडमड। कभी बम्बई का बाजार और गलियां, कभी कराची की छोटी छोटी तेज रफ्तार ट्रामें और गधा गाड़ियां और कभी लाहौर के पुरशोर रेस्तोरां। समझ में नहीं आता था मैं कहाँ हूँ। सारा सारा दिन कुर्सी पर बैठा ख्यालात में खोया रहता। Parti de Bombay en passant par Karachi, je suis arrivé ici à Lahore environ le 7 ou 8 janvier 1948. Pendant 3 mois, ma tête était dans un état étrange. Je ne comprenais pas où j'étais. À Bombay, à Karachi, chez mon ami Hassan Abbas, ou dans un restaurant de Lahore où des programmes musicaux et dansants étaient souvent organisés pour lever les fonds pour Qaïd Azam Fund. Pendant 3 mois, mon cerveau n'arrivait pas à se décider. On avait l'impression que plusieurs films étaient projetés sur un endroit en même temps, qui se confondaient entre eux. De temps en temps, on apercevait les bazars et les ruelles de Bombay. De temps en autre, on voyait les très rapides petites trams et des charrettes d'Inde de Karachi. Et quelquefois, on voyait les bruyants restaurants de Lahore. Je n'arrivais pas à savoir où j'étais. Je passais mes journées entières assis sur une chaise perdue dans mes pensées. Il tombe dans une sorte de torpeur et décrit assez bien comment on se sent après avoir vécu une migration, comment on se sent perdu euh, à faire le deuil de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu et qu'on pense qu'on va plus jamais retrouver, mais aussi à accepter ce qu'on vit. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé comment il a pu mettre les mots sur des choses. Je trouvais du réconfort dans ses propos. C'est un écrivain, il se pose des questions sur la littérature ourdou. Où il se demande comment vont se passer les choses et je pense que c'est quelque chose de très naturel. Je vais vous lire un extrait et je ferai la traduction après. लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो दिमाग को मुंतशिर पाया।
कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलहदा न कर सका। बार बार दिमाग में ये उलझन पैदा करने वाला सवाल गूंजता, क्या पाकिस्तान का अदब अलहदा होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? और वो सब कुछ जो सालिम हिंदुस्तान में लिखा गया था, इसका मालिक कौन है? क्या इसको भी तकसीम किया जाएगा? क्या हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के बुनियादी मसाइल एक जैसे नहीं? क्या इधर उर्दू बिल्कुल नापैद हो जाएगी? यहाँ पाकिस्तान में उर्दू क्या शक्ल इख्तियार करेगी? क्या हमारी स्टेट मजहबी स्टेट है? Mais quand j'ai voulu écrire, j'ai trouvé ma tête dispersée. Malgré l'effort, je ne pus différencier l'Inde du Pakistan et Pakistan de l'Inde. Une question qui s'est mis la confusion dans ma tête résonnait répétitivement. Est-ce que la littérature du Pakistan sera différente? Si oui, comment sera-t-il? Tout ce qui avait été écrit dans l'Inde entière complète avant la partition, qui en sera le propriétaire? Est-ce que ça aussi, ça va être distribué? Est-ce que les problèmes fondamentaux des Indiens et des Pakistanais ne sont pas semblables? Est-ce que ici, Urdu sera non fructifiable? Ici, au Pakistan, quelle facette Urdu va prendre? Est-ce que notre État est un État religieux? Ainsi, je pense qu'il arrive à mettre les mots sur sa confusion. Il n'arrive pas à différencier l'Inde du Pakistan et Pakistan de l'Inde, et il se pose des questions évidemment sur son métier. Est-ce qu'il arrivera à faire ce même métier? Et si oui, quels seront les standards de la langue dans laquelle il a pu écrire et quels seront les standards de ce qui a été écrit avant? Euh, Et ainsi, je pense que c'est aussi une problématique que nos grands-parents pakistanais ont pu vivre parce qu'ils ont vécu l'immigration. La deuxième génération de mes parents donc a accumulé ce traumatisme avec l'immigration de leurs parents et la leur. Et nous, la troisième génération, on se retrouve avec l'héritage de ces deux immigrations en fait. Nous avons le confort, quoique tout est relatif, le déclassement social nous a obligés à vivre dans des banlieues. Les banlieues sont moins chères et sont des cadres moins idéaux, je pense, pour vivre des rêves, son rêve américain. Je vais vous lire un extrait de l'étude de Yael Brabham intitulée Trajectoire scolaire des enfants d'immigrés jusqu'au baccalauréat. Les conditions de scolarisation sont notamment en lien avec la ségrégation urbaine. Toute chose égale par ailleurs, la scolarisation en éducation prioritaire, loin de corriger les inégalités sociales, diminue le niveau scolaire. Elle augmente également l'orientation dans des filières professionnelles. Confirmant Stéphanou, donc c'est l'étude de Stéphanou, faite par Stéphanou en 2017, la sortie sans diplôme et réduit les chances d'obtenir un baccalauréat. Les politiques successives d'éducation prioritaire mises en place pour limiter, voire corriger les injustices liées à ce phénomène n'ont pas les effets escomptés, voire augmentent les inégalités sociales. Les moins bonnes conditions d'enseignement, l'envoi des enseignants moins expérimentés et le niveau plus faible ne permettent pas d'améliorer les résultats, sans compter les effets de la stigmatisation dans ces établissements. Une politique effective d'éducation dès les premières années demeure plus que jamais une priorité avec des moyens mieux ciblés et un accompagnement scolaire des enfants très tôt en échec et plus de mixité sociale. Ainsi, les enfants pour lesquels les parents ont fait tant de sacrifices sont aussi victimes d'une discrimination. Les enfants grandissent donc tiraillés entre deux identités car la politique française voudrait qu'on efface toute appartenance au pays d'origine et à la culture pour que de cette façon, quand vous vous présentez comme je suis française et je vis en Franche-Comté, l'interlocuteur écarquille les yeux et une question tacite
et pourtant formulé à voix haute, mais en vrai, tu viens d'où? Euh, c'est humain d'être curieux, mais c'est un peu hypocrite, je trouve, de donner des cours d'assimilation et d'humilier les gens pour les réduire à des êtres exotiques quand ils ont bien, quand ils essayent de faire part de cette assimilation. De mon point de vue, cette singularité d'immigration qui, dans une courbe de vie, intervient de façon ponctuelle, mais qui nous fait prendre dans une durée très courte des valeurs qui vont de moins l'infini à plus infini comme une asymptote. La courbe de vie continue comme avant, mais ces êtres portent à jamais la trace de ce moment et on a des problèmes d'identité qui empêchent une construction optimiste. On a une barrière de langue qui nous empêche de se lancer dans des projets politiques. On a les liens religieux plus forts que dans le pays d'accueil et que d'ailleurs le pays d'accueil veut qu'on efface. On a une envie énorme d'adapter, d'appartenir et pour cela il faut qu'on meure avant que la mort réelle ne surviennent. Euh, pour conclure, on peut dire que le déracinement des hommes continue à cause des autres hommes au pouvoir qui ne font pas bien, je pense, leur travail. Ce n'est pas une partie de plaisir ni pour ceux qui découvrent sur le terrain les difficultés, ni pour ceux qui se croient préparés et sont confrontés en réel à des difficultés de langue et d'intégration. Génération après génération, les hommes portent un poids d'héritage qui peut être source de joie ou de malheur. Un déchirement s'opère non seulement physique, mais aussi psychique au niveau des gens qui choisissent l'immigration. Avoir un pied dans chaque bateau, c'est aussi ne pas avoir les deux pieds dans aucune des bateaux. La remise en cause des intégrités d'immigrants dans les pays d'accueil, le bousculement de leurs mœurs jusqu'à leur rendre des ombres d'eux-mêmes rend le travail d'une reconstruction et construction de soi très difficile. Euh, c'est un sujet vraiment très riche et je pense que avoir soulevé quelques points de réflexion sur cette identité et ce flux migratoire. Merci d'avoir écouté ce podcast qui était beaucoup trop long et j'espère, Inch'Allah, que nous nous retrouverons très vite autour de d'autres sujets intéressants. Portez-vous bien. Salam alaikum.